présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Donc nous sommes ravis avec Gilles de vous accueillir. Je rappelle que vous êtes ministre des droits des femmes et porte-parole du gouvernement de Jean-Marc Ayrault. La première question, c'est un peu celle qui sort de la consultation des journaux ce matin et même ce week-end avec le JDD. Est-ce que vous considérez que c'est un débat intéressant ou pas de savoir si François Hollande vit actuellement ou pas d'ailleurs un état de grâce ? C'est une question, peut-être que c'est l'histoire qui pourra y répondre. Moi, ce que je ressens, c'est que au fond, François Hollande a veillé dans le moindre de ses engagements de campagne à être au plus près des réalités et des projections, qu'il s'agisse de croissance ou de l'état du pays. Dès qu'il a pris ses fonctions, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a demandé au président de la Cour des comptes de lui remettre un audit sur l'état des comptes de notre pays, pour qu'on ait les idées très claires sur ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire. Quelle que soit la situation, nous veillerons à respecter les engagements, c'est-à-dire à la fois redresser les comptes et en même temps relancer la croissance, parce qu'il n'y a pas de reprise des emplois, reprise de l'activité sans relance de la croissance. Donc moi, j'ai le sentiment que François Hollande est état de grâce ou pas état de grâce ? En tout cas, qu'il colle aux réalités et que les engagements seront tenus avec ces réalités. Parce que quand on dit état de grâce, on sous-entend qu'il peut y avoir déception par la suite. Mais aujourd'hui, j'ai le sentiment que nous sommes parfaitement au fait de la situation du pays et que, en tout cas, nous veillons à récupérer tous les éléments d'information qui nous manqueraient, d'où cet audit demandé à la Cour des comptes, et que nous tiendrons les engagements parce que nous avons fait en sorte qu'ils soient réalisables, tout simplement. Nadia Vallaud-Belkacem, il y a aussi l'aspect, on va développer tous ces sujets, parce que c'est la campagne électorale qui démarre aujourd'hui, il y a aussi votre ministère, il y a toute l'équipe qui se met en place. Mais enfin, là, il y a deux sommets extrêmement importants coup sur coup. Est-ce que vous avez globalement le sentiment pour le gouvernement, à la fois sur le retrait anticipé des troupes d'Afghanistan et puis sur l'acceptation par les partenaires de cette idée de la croissance qui a été portée par François Hollande? Est-ce que vous avez l'impression que ça s'est plutôt bien passé ou est-ce qu'au contraire, derrière les mots, vous avez le sentiment qu'il y a une certaine forme de tension, comme le souligne au fond l'opposition dès ce matin? Écoutez, l'opposition est dans son rôle de toujours chercher ce qui ne va pas. En réalité, les choses vont plutôt bien, de façon très objective, très neutre. On ne peut que constater que la rencontre avec Barack Obama s'est extrêmement bien passée et que de nombreuses convergences de vues ont été trouvées, notamment sur la nécessité de relancer de façon active la croissance. S'agissant de l'OTAN aussi, la position de la France qui était annoncée pendant la campagne présidentielle et qui sera respectée de retirer les troupes combattantes d'ici la fin 2012 est une position non négociable. François Hollande a eu l'occasion de le dire et qu'elle a été entendue par ses partenaires. Question de souveraineté et en même temps dans le respect de ses alliés, puisque François Hollande respectera en particulier l'accord qu'avait signé Nicolas Sarkozy avec le président afghan sur la nécessité pour la France d'aider à la formation de la police et de l'armée afghane. Donc il n'y a pas, c'est vrai, on peut dire en tout cas qu'il n'y a pas de doute sur le fait que ce week-end se soit extrêmement bien passé, que les relations semblent plutôt bonnes entre François Hollande et l'ensemble des partenaires qu'il a eu à rencontrer. Gilles Leclerc. Sur l'Afghanistan, est-ce qu'on ne joue pas un tout petit peu sur les mots? Pendant la campagne, on a dit retrait des troupes. Aujourd'hui, on dit retrait des troupes combattantes. On peut tout à fait le comprendre techniquement, mais est-ce qu'il fallait tout simplement ne pas le dire comme ça pendant la campagne électorale? Les choses me paraissent parfaitement claires, quand les Français les comprennent en tout cas. Quand on dit retirer nos troupes, il s'agit de ne plus avoir de soldats en activité, c'est-à-dire susceptibles d'y laisser sa vie, en quelque sorte, sur une zone combattante. Or, il se trouve que la zone dans laquelle étaient présentes les troupes combattantes françaises est une zone dans laquelle les troupes afghanes peuvent très bien prendre la place et prendre la suite. Pour le reste, que la France continue comme le grand État qu'elle est à apporter une aide en termes de formation, de coopération, ça me semble être une bonne idée et en tout cas c'est le respect des engagements qui ont été pris. Il y a aussi une certaine continuité de l'État. Sur le plan international, François Hollande va rentrer demain, quelle est l'urgence absolue? C'est vraiment la Grèce? C'est plus préoccupant que vous imaginiez? François Hollande et Barack Obama ont en tout cas eu l'occasion d'échanger sur le sujet de la Grèce. La situation de la Grèce est incontestablement préoccupante. On commence à envisager une sortie de l'euro. Est-ce que ça vous paraît plausible? Écoutez, en tout cas, la volonté clairement manifestée, c'est de tout faire pour qu'elle n'en sorte pas. Et nous l'y aiderons.
Maintenant, il va y avoir des élections en Grèce. Là encore, il y a la souveraineté du peuple. Mais justement, les signaux qui sont envoyés aujourd'hui par les États européens comme par l'ensemble du G8 sont extrêmement importants pour la Grèce. Et le signal qui doit être envoyé à ce pays, c'est qu'il est possible de procéder autrement, de réorienter la construction européenne pour pouvoir relancer la croissance et non pas simplement s'obstiner un plan d'austérité après plan d'austérité à casser la croissance dans ce pays et à aggraver la situation qui est déjà très difficile. Donc encore une fois, c'est sans doute au peuple grec d'en décider, mais nous ferons tout ce qui est en notre possible pour que ce pays ne sorte pas de l'euro. Vous dites, Najat Vallaud-Belkacem, au fond, on a respecté tout ce qu'on a fait pendant la campagne électorale, mais j'évoquais tout à l'heure, et vous êtes quand même une combattante, vous avez participé à la campagne électorale vous aussi, oui, l'opposition est dans son rôle, mais il commence à taper. Xavier Bertrand, vous l'avez entendu sur les initiatives de Vincent Payon, Jean-François Copé, boum, en disant l'autre cavalier seul. D'une certaine manière, il accrédite l'idée en substance que c'est un peu déshonorant d'être les premiers à partir d'Afghanistan. Comment vous percevez ce qui commence par être la bataille des législatives, quoi? Mais si vous voulez, c'est à la fois attendu, cette réaction de l'opposition, et en même temps, moi, je la trouve un peu à contre-courant. C'est-à-dire que pour moi, les accusations, les attaques, les dénonciations de l'opposition arrivent un peu tôt. Laisser la majorité choisie par le peuple français commencer à faire ses premiers pas et ses preuves avant de critiquer. Je pense que c'est ça, les bonnes règles de gouvernance. Bien sûr. À partir d'aujourd'hui, c'est la bagarre. Mais vous l'avez dit, sauf que nous sommes en campagne législative et que donc chacune de ces critiques est une critique politicienne qui a une vocation unique, c'est les élections législatives dans un mois. Sauf que le véritable marché de dupes, pour reprendre l'expression de l'un d'entre eux, je ne sais plus qui exactement, le véritable marché de dupes, c'est celui qui consiste pour la droite aujourd'hui à faire croire aux Français qu'il serait dans leur intérêt que les élections législatives soient remportées par la droite. Les Français doivent bien comprendre une chose, c'est que ce serait une crise politique éminemment grave si la droite arrivait au pouvoir lors de ces élections législatives, parce que ça aurait quoi comme conséquence pratique ? Ça aurait comme conséquence que les engagements pris par François Hollande et pour lesquels ils ont voté, l'engagement de changer ce pays, ne pourront pas être tenus, puisqu'à chaque fois que François Hollande essaiera de faire avancer l'un de ces dossiers, vous aurez un verrou, un blocage quelconque du côté de l'Assemblée nationale. Il ne faut pas se retrouver dans ce genre de situation de cohabitation. D'ailleurs, tout le monde le dit, j'ai entendu des gens qui ne sont pas forcément de gauche, François Bayrou, Dominique de Villepin ou d'autres, reconnaître très posément que la cohabitation serait sans doute la pire des choses pour la France, la pire des choses politiques, en tout cas la pire des situations politiques pour la France. Nous avons besoin aujourd'hui de prendre un certain nombre de décisions sur le front de la croissance, je l'ai dit, mais aussi de l'emploi, de l'Europe, de la fiscalité, etc., pour lesquels il nous faut avancer tous dans la même direction, et donc il faut que François Hollande soit entouré d'une majorité forte. Et pourquoi vous ne menez pas vous-même ce combat localement? Après tout, vous êtes élu local dans la région Rhône-Alpes. D'autres ministres vont au combat, par exemple Aurélie Filippetti, Pierre Moscovici, dans des situations pas forcément évidentes. Pourquoi vous avez renoncé? Moi, j'étais face à deux injonctions un peu paradoxales, d'une certaine façon, à deux exigences paradoxales. La première exigence, c'était à partir du moment où j'ai été nommée ministre en charge d'un dossier dont on pourrait peut-être dire deux mots, le droit des femmes, qui me concerne beaucoup et auquel je compte consacrer toute mon énergie immédiatement, eh bien tout simplement de prendre le temps de le faire. Par ailleurs, porte-parole du gouvernement, comme vous le savez, c'est un peu chronophage aussi, puisqu'il faut être en permanence présent aux côtés du gouvernement. Et la deuxième exigence concernant les élections législatives, c'était que je me présentais, je crois que c'est de notoriété publique, dans une circonscription qui était à droite de toute éternité, qui était donc une circonscription à conquérir, dans laquelle j'allais au combat le cœur léger, bien sûr, parce que je n'étais pas sortante. Et je tenais à mener ce combat-là. Simplement, j'ai le souci de l'intérêt de cette circonscription plus que le souci de mon intérêt personnel. C'est-à-dire que je me dis que la meilleure façon d'emporter cette circonscription qui n'a jamais été à gauche, c'est pour le candidat de gauche d'y être dans l'hyper-proximité, à 100% engagé, tous les jours sur le terrain à la rencontre des habitants. Pensez-vous que, nouvellement ministre, j'ai vraiment cette disponibilité? C'est pareil pour Stéphane Le Foll et Aurélie Filippetti.
Il y en a un qui a le dossier de l'agriculture, et celle de la culture est au Festival de Cannes, c'est compliqué ça. Ce n'est pas le lieu d'établir des comparaisons, mais toutes les circonscriptions ne sont pas dans la même situation que la mienne. Je crois que la circonscription dont on parle... Mais Le Foll, il est dans la Sarthe, ça va pas être facile. Hein. La circonscription dont je parle, donc à Lyon, est l'une des circonscriptions les plus à droite de France. Donc je pense que les auditeurs, les téléspectateurs comprendront très bien que pour que la gauche, encore une fois, ait une chance de l'emporter, il faut qu'elle s'y consacre totalement. J'ai estimé que je n'avais pas la possibilité et j'ai estimé, c'est aussi le sens du collectif, que peut-être quelqu'un d'autre que moi était mieux placé pour le faire. Donc j'ai préféré passer la main, en effet, à une élue de terrain qui le fait très bien. Alors Gilles, justement, le ministère dont vous êtes en charge, car vous êtes porte-parole du gouvernement, mais aussi ministre des droits des femmes. Gilles. C'est quoi le dossier numéro 1 prioritaire pour vous dans ce domaine-là? Est-ce que c'est le dossier harcèlement qui est un peu en suspens toujours pour l'instant, ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que vous avez des priorités? Est-ce que d'ici l'été, vous allez déjà pouvoir faire des choses? En termes de délai, celui qui arrivera en effet le premier, c'est le dossier du harcèlement pour une raison très précise, c'est que depuis la décision du Conseil constitutionnel de mai dernier d'invalider la loi donc sur le harcèlement sexuel au motif qu'elle n'était pas suffisamment précise dans la définition de l'incrimination, eh bien les personnes qui souhaitent aujourd'hui porter plainte sur ce motif-là ne le peuvent pas. Il y a un vide juridique extrêmement compliqué. Donc vous allez combler ce vide tout de suite. Pour ces personnes qu'il s'agit de combler. Donc nous y travaillons activement avec Christiane Taubira. Nous serons d'ailleurs tout à l'heure en fin de matinée à la rencontre d'une association qui a beaucoup travaillé sur le sujet. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un projet de loi dans la session extraordinaire du mois de juillet, par exemple? Exactement. Un texte est déjà en préparation puisque au Sénat, un certain nombre de prémices avaient été posées et donc nous allons reprendre ce texte avec un objectif simple, c'est qu'il existe une directive européenne sur la question du harcèlement sexuel qui date de 10 ans. Ça fait 10 ans que les associations insistent pour que le gouvernement la transpose dans le droit français, ce qu'il n'a pas fait, ce qui nous a conduit à cette situation, à cette invalidation par le Conseil constitutionnel. Donc nous allons reprendre la directive européenne et nous allons faire en sorte qu'elle soit transposée dans le droit français et nous ferons en sorte aussi qu'elle soit adoptée, cette nouvelle loi, par le tout nouveau Parlement dès qu'il sera réuni. L'idée étant d'avoir un texte en effet avant l'été. Ensuite, il n'y a pas que la question du harcèlement sexuel, d'autres sujets vont arriver très vite. Je pense à l'égalité salariale entre les hommes et les, entre les femmes et les hommes, qui est un sujet de fond qui fera l'objet... Personne n'a jamais réussi à obliger les entreprises à une véritable parité salariale. Eh bien, il va bien le falloir, puisque ce sera l'un des sujets à l'ordre du jour de la conférence sociale qui se réunira dans quelques mois maintenant. Et l'idée est d'exiger des entreprises que d'ici 1 an maximum... Entreprises privées aussi. Les entreprises privées aussi. Là aussi, l'égalité... Vous savez, en fait, quand on dit que les inégalités demeurent en matière salariale, il faut bien comprendre une chose. On évoque souvent le chiffre de 30%. Dans les 30% de différence donc, de salaire entre les hommes et les femmes, il y a 5% qui s'appliquent à des postes équivalents. C'est-à-dire qu'il y a 5% de ces différences qui persistent entre des hommes et des femmes qui pourtant ont les mêmes postes. Donc ça, c'est... Au fond, c'est une infraction à la loi, puisque la loi dit égalité. Et puis, le reste, les 25% restants, ce sont des inégalités que l'on constate parce que la plupart des femmes sont aujourd'hui employées soit en temps partiel contraint, soit dans des métiers de service à la personne, etc., qui ne sont pas très valorisés. Et donc, la question, c'est comment on arrive déjà à régler le problème des 5%, c'est-à-dire à poste équivalent, le même salaire. Ça, il s'agit pour les entreprises de se mettre en conformité avec la loi et il faudra réfléchir aux sanctions à appliquer si ça n'est pas le cas. Et puis, la deuxième question, peut-être plus structurelle, c'est comment on revalorise les métiers dits féminins, c'est-à-dire ces métiers de service que j'évoquais, et comment on lutte contre le temps partiel subi et puis les horaires atypiques que subissent beaucoup trop de femmes aujourd'hui dans notre pays. Donc voilà des sujets, il y en a beaucoup d'autres, les violences faites aux femmes évidemment, et puis la question aussi de la petite enfance que nous aurons à évoquer avec ma collègue en charge de la famille. Donc on a du pain sur la planche, mais on compte s'y atteler avec enthousiasme. Merci beaucoup Najat Vallaud-Belkacem. Je rappelle que vous êtes donc ministre des Droits des Femmes et aussi porte-parole donc du nouveau gouvernement. La campagne législative démarre aujourd'hui. Bonne journée à vous.